Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur Résolution pour attaquer cette petite série basée donc sur vos derniers sondages, ça sera la sécurité. Alors autant j'avais parlé de la maintenance, de faire sa vidange soi-même pour une voiture dans le côté maintenance de nos systèmes informatiques et numériques, autant je vais garder la métaphore du docteur et du patient pour le côté sécurité. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, les comportements vont avoir le même impact selon si on est dans la prévention, dans la protection ou dans la guérison. Donc je vais découper en fait cette thématique en 4 vidéos. La première qui sera sur la prévention, donc les bonnes pratiques, le bon sens, le sens critique entre autres. La prévention, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui coûte peu d'efforts, on va dire de petits efforts répétitifs, de bonnes habitudes, et surtout c'est gratuit et ça ne tient qu'à nous. Pour aller se diriger vers la protection, on parlera un peu plus technique dans la prochaine vidéo, jusqu'à la guérison, là c'est entre guillemets, on est tombé malade, entre guillemets, on a été infecté, nos systèmes ont des logiciels malveillants, intrusifs et envahissants, et là l'effort est beaucoup plus important et parfois onéreux. Donc sans plus attendre, on va commencer par la partie prévention. Je fais tout d'abord un petit distinguo entre les systèmes d'exploitation type Windows et les systèmes d'exploitation type Android que l'on aura sur nos équipements mobiles. Cette petite parenthèse pour vous dire que avec l'utilisation de nos téléphones et tablettes, si on ne sort pas des sentiers battus, on prend très peu de risques. Tout simplement parce que quand vous utilisez votre téléphone, à moins de le faire volontairement dans des paramètres bien précis, que vous n'avez pas facilement accès à la modification de vos paramètres profonds, du noyau de votre système d'exploitation. En plus, tout ce que vous téléchargez, que vous installez, vient d'une plateforme d'application, la plus connue étant Play Store de Google. Cette plateforme d'application a déjà filtré, sécurise déjà tout ce qu'elle propose. Donc en fait, vous ne mettez sur votre téléphone que des choses globalement saines. Et donc à contrario, sur Windows, vous avez accès à tout le système, pratiquement tout le système. L'erreur est beaucoup plus problématique. Vous pouvez corrompre des fichiers, vous pouvez installer des choses qui vont vous infecter la machine, etc. Donc c'est pour ça que je fais bien la séparation entre les deux. D'ores et déjà, vous pouvez vous dire qu'installer des systèmes antivirus sur vos téléphones et vos tablettes qui vont alourdir votre utilisation et évidemment la réactivité de vos applications, c'est de la place et du temps perdu. Vous allez me dire que vous faites quand même de l'achat et du paiement en ligne avec Android. Tant que vous restez sur des sites connus et reconnus, bon, pour ne pas les citer, d'ailleurs, vous allez utiliser le système de sécurité de votre banque. Ces systèmes sont déjà ce qu'on appelle à double authentification, c'est-à-dire que vous recevez sans doute sur vos mails, votre numéro de téléphone, un code temporaire qu'il vous faut renseigner sur la page de paiement du site que vous consultez. Je précise au passage que les meilleures sécurités aujourd'hui, au niveau bancaire, puisque c'est eux qui ont surtout les moyens de les mettre en place, ce sont les petits boîtiers que l'on vous donne, en plus de votre carte de crédit, qui génèrent des codes temporaires. Pourquoi c'est bien plus efficace? À l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez, il est devenu très simple de pirater une boîte mail et même un numéro de téléphone. Donc, imaginez, il suffit que vous ayez ces deux choses piratées, que vous fassiez un paiement sur internet, vous recevez un code, c'est pas vous qui le recevez finalement, c'est le pirate qui le reçoit sur un numéro de téléphone détourné ou une adresse mail usurpée. Voilà pour la partie Android, c'est valable aussi bien entendu sur Windows, mais les banques sont déjà quand même bien équipées. Si vous respectez bien des sites connus et reconnus, de grands marchands, grands commerçants, vous êtes en sécurité. Donc on parle de bon sens. Quelle est la première chose à faire quand vous utilisez votre ordinateur et que vous voulez naviguer sur internet? C'est bien entendu de vérifier la barre d'adresse que vous allez bien sur un site internet, on va dire reconnu et propre. Je m'entends. Si vous y allez uniquement pour trouver de l'information ou pour télécharger un logiciel qu'un proche vous a conseillé ou que vous avez trouvé vous sur des forums, vérifiez que vous allez sur le site du distributeur, du développeur, etc. Ça peut parfois prêter à confusion parce que les pirates peuvent utiliser une adresse d'un site très connu et changer juste une lettre, un chiffre, un caractère spécial pour en fait essayer de passer entre les mailles du filet. Et vous, d'un coup d'œil, évidemment, vous regardez, ça peut vraiment prêter à confusion et ils peuvent facilement nous tromper. C'est facile de dire ça parce qu'on est dans une époque où l'information est disponible tout le temps et avec les nouveaux débits internet, elle est disponible très rapidement. En fait, ça ne nous invite pas à la patience. On clique et on veut le résultat tout de suite. Et les pirates, comme les commerciaux d'ailleurs, qui utilisent pour moi des principes quand même pas très honnêtes, savent ça et travaillent sur cette psychologie pour dire les gens ils cliquent vite, ils regardent pas trop, on va utiliser ça à notre avantage. Et c'est
c'est de cette façon que vous vous retrouvez finalement sur un site frauduleux ou que vous recevez plus tard des emails publicitaires envahissants. Cette transition m'amène enfin à l'installation de nouvelles applications ou programmes sur votre PC. Quand vous installez un programme, s'il vous plaît, encore une fois, soyez patient et ne cliquez pas sur oui ou sur j'accepte ou sur les cases à cocher instinctivement sans réfléchir. Pourquoi? Les premières applications qu'on a connues il y a pas mal d'années avaient souvent une validation de j'accepte ou je valide ou un OK simple pour valider le contrat d'utilisation et la licence du produit. Mais aujourd'hui, des applications supplémentaires sont camouflées grâce à ça. Donc parfois quand vous pensez faire j'accepte et que vous pensez que c'est un contrat de licence, et bien en fait c'est une autre application qui va s'installer en plus. Ce n'est pas caché, c'est juste joliment détourné. Donc prenez le temps de lire, je dis pas de balayer toutes les conditions générales de vente ou d'utilisation, mais prenez le temps de lire qu'est-ce que ça fait de dire j'accepte, simplement. C'est une bonne pratique à prendre. La deuxième chose, c'est les cases à cocher. Alors là, ça a aussi beaucoup évolué. Évidemment, par défaut, avant, les cases étaient déjà pré-cochées pour dire j'accepte de recevoir des news tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, ça c'est les pires, ou j'accepte d'installer un logiciel lambda supplémentaire à celui que je viens de télécharger, qui ne m'intéresse pas d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est un petit peu détourné parce que je pense que les bonnes pratiques se sont mises en place, les gens décochent facilement les cases. Eh ben, ça s'est détourné un peu à la façon de, si vous voulez, sur votre déclaration, vous décochez la case redevance télé. Vous avez vu qu'il y a écrit en décochant cette case, je confirme avoir un téléviseur dans ma maison. Et bien là c'est pareil pour certaines applis. En décochant cette case, j'accepte de recevoir des news, des publicités, etc. Donc encore une fois, soyez vigilants, décochez ou cochez la case selon le contexte de la phrase qui vous invite ou pas à le faire. Encore une fois, il s'agit de patience et d'esprit critique. En gros, ce chapitre est vraiment là pour vous rappeler que suivez votre intuition dans le sens où si vous avez un doute, ne cliquez pas. C'est toujours bien moins dangereux et moins cher de ne pas cliquer. Et lisez un minimum ce qu'on vous propose avant de cliquer sur oui ou sur non. C'est simplement ça mon discours pour les bonnes pratiques. Au niveau des emails, je ne saurais qu'encourager la consultation de vos mails sur le site internet de votre fournisseur d'accès comme orange.fr, SFR, etc. Pourquoi? Parce que tout reste sur internet. Rien n'est transféré sur votre ordinateur à moins que vous appuyez sur le bouton télécharger la pièce jointe ou imprimer le fichier, etc. Ce qui permet en fait de garder une sorte de distance avec une potentielle menace. Je ne dis pas que des logiciels de messagerie sur Windows ne sont pas bien. Moi le premier j'utilise Thunderbird, je vous le conseille, il est très bien. C'est une très bonne alternative à Outlook ou Microsoft Office qui est payant. Pour autant, il faut savoir paramétrer correctement votre boîte mail pour ne pas télécharger tous les fichiers que vous recevez, parfois que vous ne voulez pas recevoir. Il faut bien distinguer votre disque dur et les serveurs qu'utilisent donc vos fournisseurs d'accès. On en parlera dans le détail. Le deuxième chapitre qui sera sur la protection, sur les bonnes pratiques. On va parler un peu plus technique, on va parler de gestion de mots de passe, qualité de mots de passe, protection antivirale, conflit d'antivirus et gestion des emails. Pour continuer sur les emails, on peut déjà parler de bonnes pratiques quand on reçoit quelque chose de douteux. Si on reçoit un message bizarre de quelqu'un que l'on connaît, entre guillemets, que le nom de la personne on le connaît, mais qu'il y a des fautes, ça vous le connaissez je pense, même sur les petites annonces c'est la même chose. S'il y a des fautes, une invitation à transférer de l'argent ou à prendre contact bizarrement mais sans utiliser le téléphone, tout ça c'est clair et net, c'est soit que votre contact a été piraté, soit que vous avez reçu un message et que votre mail a été intercepté pour des sites qui ne sont pas forcément très recommandés. Les réflexes à avoir sont les suivants. Si le mail vient ou a utilisé le nom de quelqu'un que vous connaissez, contactez cette personne par téléphone s'il vous plaît, en direct, pas par texto non plus, parce que le numéro peut être détourné ou usurpé, et prévenez-le qu'il fasse les démarches de changer ses mots de passe, changer de compte, voire prévenir ses banques si finalement il s'avère que vous n'êtes pas le seul à lui faire la remarque. On verra dans le deuxième chapitre d'ailleurs comment savoir si notre mail a été fuité. La deuxième étape, bien que le nom de quelqu'un que vous connaissez a utilisé, mais l'adresse mail ne correspond à rien, c'est par exemple Duval82 ou avec des chiffres à rallonge des mots ou Martin68, peu importe. Je vous mets un lien en description pour signaler cette adresse mail aux organismes gouvernementaux qui vont traiter cette affaire et contribuer entre guillemets à l'éradication de ces spams, de ces courriers indésirables et de ces pirates qui essaient de nous soutirer des infos et nous envoyer de la pub ou entre guillemets vendre notre identité à des grosses entreprises. Enfin, pour finir sur les mails, le désabonnement de courriers publicitaires. Peut-être que parmi vous, beaucoup de gens reçoivent des mails quotidiens
c'est énorme. Hebdomadaire, c'est déjà beaucoup. De publicités qu'ils ne veulent plus recevoir. De sites où ils ont dû acheter 1 ou 2 produits une fois, et le fait de s'inscrire sur ces sites, eh ben, vous inscrit automatiquement à leur newsletter. Pour ça, il est très simple de se désabonner. Il suffit de consulter le mail publicitaire. En 90% du temps, c'est tout en bas du mail, vous avez un lien qui vous invite à vous désabonner. Attention, alors d'une part, ce lien n'est pas forcément mis en évidence puisque c'est pas leur intérêt pour eux que vous vous désabonniez. Mais attention d'autre part, de bien cliquer sur le mail de la même façon d'un site reconnu et connu. Bon, je prends un exemple au hasard, c'est pas sympa pour eux mais tant pis. Zalando.fr par exemple, vous avez commandé des chaussures dessus, vous en avez marre de recevoir tous les jours des mails à rallonge et puis vous savez plus où les stocker, et puis en plus, le bilan carbone là on est mauvais. Vous voulez vous désabonner, vous allez tout en bas, vous trouvez le fameux lien un peu caché parce que ça ils savent bien le faire. Cliquez pour vous désabonner, ça vous envoie sur la page, c'est validé, pas validé, vous demande parfois pourquoi vous voulez vous désabonner. Bon bref, ça vous suivez les instructions. Vérifiez bien le mail et le site concerné. Si vous tombez sur un Zalando avec 2 Z, avec un L, avec un chiffre ou quelque chose qui est bizarre, n'allez pas cliquer sur les liens, évidemment. C'est peut-être encore une fois quelque chose de détourné pour vous inviter à aller sur une page qui va automatiquement vous télécharger un logiciel malveillant. Donc toujours pareil, ayez cet esprit critique et essayez entre guillemets de vous dire ok, je dois calmer mes ardeurs, tant pis, mais prendre du temps, être un peu plus patient sur ce que je fais. Je suis responsable de là où j'appuie, personne ne vous force à appuyer, donc la prévention, les bonnes pratiques, ça viendra bien de vous si le problème se déclenche, même si tout est fait effectivement pour tromper nos esprits. Donc je compte sur vous pour être attentif, être patient, critique sur ce que vous faites, et dans le deuxième chapitre, je vous parlerai de bonnes pratiques sur les mots de passe, les protections en temps réel sur vos machines et le paramétrage de vos navigateurs internet. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo est un peu longue ou si vous préféreriez des captures d'écran ou de la vision d'écran en temps réel pour que je vous montre un peu comment faire. Je pourrai aller dans le détail plus tard. Et bien sûr, toutes vos recommandations ou vos questions sont les bienvenues. Je m'y forcerai d'y répondre le plus possible. Merci d'avoir pris la bonne résolution et à très bientôt.